Et si, pour la première fois depuis plus de 60 ans, un pays d'Afrique osait défier ouvertement l'ordre établi et tracer sa propre route sans l'aval de l'Occident? Imaginez un instant, le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, décide d'expulser toutes les forces militaires occidentales de son territoire. Il rompt ainsi avec des décennies d'influence, de dépendance et de tutelle, et se tourne vers des partenaires inattendus, Cuba et le Venezuela. Ce n'est pas seulement un geste diplomatique, c'est un tremblement de terre politique, un défi lancé à l'architecture géopolitique du continent africain tout entier. Mais s'agit-il d'un pari fou, d'une utopie dangereuse, ou bien du premier pas vers une Afrique enfin maîtresse de son destin, souveraine et fière de ses choix? Ce virage, impulsé par le capitaine Ibrahim Traoré, secoue profondément non seulement la question de la sécurité, mais aussi celle de l'indépendance économique, politique et culturelle. Tandis que ses voisins, du Mali au Niger, oscillent encore entre la coopération et la défiance vis-à-vis de l'Occident, le Burkina Faso franchit le pas. Plus une seule base militaire étrangère, plus une seule troupe occidentale sur son sol. À leur place, Ouagadougou tisse des liens étroits avec Cuba, nation insulaire ayant survécu à plus d'un demi-siècle de blocus, et avec le Venezuela, pilier de résistance face à la domination américaine sur l'Amérique latine. Ce choix n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une longue histoire d'ingérence, de lutte et de rêves brisés. Il rappelle le destin tragique de Thomas Sankara, leader révolutionnaire burkinabé, assassiné pour avoir tenté de libérer son pays de la tutelle de Paris, Washington et Londres. Comme Sankara, Traoré prend aujourd'hui le risque de s'attirer la colère des puissances étrangères, pressions économiques, isolement diplomatique, voire menaces contre sa vie. Chaque pas vers l'autonomie est un bras de fer, une provocation pour ceux qui, depuis des décennies, considèrent l'Afrique comme leur arrière-cour. La question de fond est donc brûlante. L'Afrique doit-elle vraiment continuer de s'en remettre à l'Occident pour sa sécurité, sa stabilité et son avenir? Ou existe-t-il une voie alternative, plus libre, plus digne? Car si la dépendance perdure, l'Afrique sacrifiera ses ressources, ses ambitions et sa dignité collective en échange d'une illusion de stabilité et de sécurité. Ce tournant burkinabé nous invite à revisiter l'histoire du continent. Depuis l'indépendance, la plupart des États africains ont été piégés par un système où la promesse d'aide et de sécurité occidentale n'a servi qu'à consolider la mainmise sur les richesses africaines. Des exemples abondent. La France a maintenu des bases militaires et un contrôle monétaire via le franc CFA. Le Royaume-Uni a favorisé des élites acquises à ses intérêts. Les États-Unis ont investi dans des partenariats stratégiques conditionnés à l'accès aux ressources pétrolières ou minières. Prenons un exemple concret. La Côte d'Ivoire, longtemps considérée comme le modèle de la coopération avec la France. Malgré des décennies d'aide, le pays reste dépendant des exportations de cacao, contrôlées par des multinationales occidentales. Les infrastructures, l'éducation et la santé peinent à décoller, et les jeunes, sans perspective, rêvent d'émigrer. Ce schéma, on le retrouve du Sénégal à la République démocratique du Congo, du Gabon à la Centrafrique. 3 mécanismes principaux maintiennent cette domination: l'aide internationale sous conditions, l'accès privilégié aux ressources naturelles et une influence politique omniprésente. L'aide au développement, en apparence généreuse, exige des réformes dictées par les bailleurs, privatisation, austérité budgétaire, ouverture forcée des marchés. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international imposent des programmes économiques qui, souvent, asphyxient la croissance locale au profit de créanciers étrangers. Environ 40 pays d'Afrique subsaharienne, soit presque la moitié du continent, sont aujourd'hui en situation de surendettement ou au bord du défaut de paiement. Cette spirale de la dette piège les générations futures et confisque toute souveraineté. À cela s'ajoute la présence militaire, présentée comme un rempart contre le terrorisme ou le chaos. Pourtant, l'histoire récente du Sahel montre que la multiplication des bases étrangères n'a pas empêché la montée de l'insécurité. Au contraire, l'instabilité persiste, les États peinent à contrôler leur territoire et les populations se méfient de plus en plus de ces protecteurs venus d'ailleurs. Au Mali, malgré la présence de l'opération Barkhane,
Puis du départ précipité des forces françaises, l'insécurité n'a cessé de croître, démontrant les limites du modèle imposé de l'extérieur. Face à ce constat, la résistance s'organise. Dans les années 80, Thomas Sankara dénonçait déjà la dette comme une nouvelle forme d'esclavage et appelait l'Afrique à s'unir pour dire non à ce système. Son discours à l'Organisation de l'Unité africaine, en 1987, reste gravé dans toutes les mémoires. La dette ne peut pas être remboursée, car si nous ne payons pas, les bailleurs ne mourront pas. Mais si nous payons, c'est nous qui mourrons. Son courage lui a coûté la vie, mais il a semé une graine qui germe aujourd'hui chez des millions de jeunes Africains déterminés à reprendre le contrôle de leur avenir. S'enfermer dans ce modèle de dépendance, c'est sacrifier la souveraineté et étouffer le potentiel d'un continent jeune, dynamique, débordant de créativité. Chaque année sous le joug de la dette et de l'ingérence, ce sont des rêves brisés, des talents gaspillés, des opportunités perdues. Des ingénieurs, des médecins, des artistes africains s'expatrient faute de perspective, alors que leur énergie pourrait transformer le continent. Mais un vent nouveau souffle. En choisissant le pari de la rupture, le Burkina Faso montre qu'une autre voie est possible. Cette alliance Sud-Sud avec Cuba et le Venezuela ne relève pas de l'utopie. C'est une stratégie réfléchie qui rebat les cartes du jeu géopolitique africain. D'autres nations observent le Burkina Faso avec attention. Le Mali, la Guinée, voire le Niger, envisagent des trajectoires similaires, à des degrés divers, cherchant eux aussi à diversifier leurs partenariats et à s'affranchir de la tutelle occidentale. Pourquoi ce choix de Cuba et du Venezuela dérange-t-il autant l'Occident? Parce que ces pays, malgré des décennies d'embargo, de sanctions et d'isolement, ont su préserver leur souveraineté et construire des modèles alternatifs. Cuba, par exemple, a développé un système de santé reconnu mondialement, envoyant des médecins dans plus de 60 pays, de l'Afrique australe à l'Amérique du Sud. Pendant la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest, ce sont des équipes cubaines qui sont venues prêter main forte, là où d'autres hésitaient à s'engager. Le Venezuela, lui, malgré l'effondrement de ses revenus pétroliers et la pression constante des États-Unis, a maintenu un système de protection sociale et développé des politiques d'alphabétisation massive. Son expérience de gestion des ressources naturelles, notamment dans le secteur pétrolier, offre un exemple pour les pays africains qui souhaitent sortir du piège de la rente extractive. Le Venezuela a créé l'ALBA, une alliance économique régionale fondée sur la solidarité et l'échange équitable, qui pourrait inspirer des coalitions similaires en Afrique. Pour le Burkina Faso, s'allier à ces nations, c'est apprendre à résister avec peu, à bâtir une autonomie réelle, à défendre sa souveraineté malgré l'adversité. C'est aussi envoyer un signal fort à tout le continent. Il est possible de refuser la soumission et de construire des partenariats fondés sur l'égalité, non sur la dépendance. Concrètement, ces alliances se traduisent déjà par des actions. Des médecins cubains forment du personnel de santé burkinabé. Des ingénieurs vénézuéliens partagent leur savoir-faire dans la gestion de l'énergie. Des accords sont signés pour développer des centres de formation, moderniser les hôpitaux, renforcer l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Ce n'est plus de l'assistanat, mais de la coopération technique, basée sur le transfert de compétences et le respect des besoins locaux. Ce choix de rupture s'accompagne cependant d'immenses risques. Si la stratégie échoue, le Burkina Faso pourrait subir un isolement accru, des sanctions économiques, voire des tentatives de déstabilisation. On se souvient du sort du Zimbabwe de Robert Mugabe, qui, après avoir nationalisé les terres agricoles, a fait face à une crise économique et à un isolement international. Pourtant, l'histoire regorge aussi d'exemples où la solidarité Sud-Sud a permis de résister. L'Algérie post-indépendance, par exemple, a tenu tête à la France et a inspiré de nombreux mouvements de libération à travers l'Afrique. Imaginons maintenant ce qui pourrait advenir si d'autres pays africains suivaient l'exemple du Burkina Faso. Une Afrique qui rompt avec la dépendance occidentale, qui construit ses propres réseaux de coopération, qui valorise ses ressources pour son propre développement. Ce scénario n'a rien d'utopique. Dans les années 70, les non-alignés avaient déjà tenté d'unir leurs voix pour peser sur la scène internationale. Aujourd'hui, avec les outils numériques, les réseaux panafricains, la diaspora mobilisée,
l'Afrique dispose de leviers inédits pour imposer ses priorités. Première étape, miser sur des alliances sud-sud pour relancer la croissance. Le commerce intra-africain, aujourd'hui inférieur à 15% des échanges totaux, pourrait tripler si les barrières étaient levées et si la production locale était stimulée. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, mais aussi des pays émergents comme l'Éthiopie ou le Rwanda, pourraient former des pôles d'innovation capables d'attirer des investissements et de former la jeunesse. Rompre avec l'Occident, c'est aussi reprendre la main sur ses richesses. Prenons l'exemple du Botswana, qui a réussi à négocier une répartition plus équitable des revenus du diamant avec la multinationale De Beers. Grâce à cette stratégie, le pays a investi dans l'éducation, la santé, les infrastructures, et affiche aujourd'hui l'un des taux de croissance les plus stables du continent. Si l'Afrique tout entière s'inspirait de ce modèle, elle pourrait transformer ses matières premières en moteur de développement industriel. Sur le plan diplomatique, une Afrique indépendante serait en mesure de peser dans les grandes instances internationales. Nations Unies, Organisation mondiale du commerce, G20. Elle pourrait défendre des positions communes sur le climat, la migration, la sécurité et exiger la réforme des institutions héritées de la colonisation. L'Union africaine, longtemps perçue comme un simple club de chefs d'État, pourrait devenir un acteur central du nouvel ordre mondial, à l'image de l'Union européenne. Cette dynamique renforcerait aussi l'unité du continent. Des stratégies communes émergeraient face aux défis majeurs: terrorisme, épidémie, changement climatique. On peut imaginer des fonds africains pour la santé, des universités panafricaines, des réseaux d'innovation partagés. L'Afrique valoriserait ses langues, ses cultures, sa diversité, et cesserait d'importer des modèles inadaptés à ses réalités. Mais ce chemin n'est pas sans danger. Les puissances occidentales disposent encore de nombreux leviers: sanctions, campagnes médiatiques de dénigrement, infiltration de l'opposition, soutien à des groupes armés. On l'a vu en Libye en 2011, où l'intervention militaire étrangère a plongé le pays dans le chaos. Pourtant, l'histoire récente montre aussi que la solidarité peut faire reculer les ingérences. L'Afrique du Sud de Nelson Mandela, malgré l'apartheid et les pressions, a tenu bon grâce au soutien de l'ensemble du continent africain. Au-delà des stratégies géopolitiques, ce virage a des conséquences concrètes pour chaque citoyen. Comment, dans la vie quotidienne, cette volonté d'émancipation peut-elle se traduire? Prenons l'exemple du secteur de la santé. Plutôt que de dépendre de l'aide humanitaire, le Burkina Faso, avec le soutien de Cuba, investit dans la formation de médecins, la construction de cliniques rurales, la fabrication de médicaments génériques. À terme, cela permet de réduire la mortalité infantile, d'améliorer l'espérance de vie et de créer des emplois qualifiés sur place. En agriculture, le modèle vénézuélien d'agroécologie inspire des coopératives agricoles burkinabais qui diversifient les cultures, protègent la biodiversité et assurent la sécurité alimentaire. Des jeunes entrepreneurs créent des start-up pour transformer localement le coton, le cacao, les fruits, générant ainsi de la valeur ajoutée et des revenus pour les communautés. Dans l'éducation, des accords sont signés pour que des étudiants burkinabés partent se former à La Havane ou à Caracas, puis reviennent mettre leur savoir au service du pays. Ce transfert de compétences, basé sur la réciprocité, rompt avec la logique de fuite des cerveaux et favorise l'innovation locale. Pour réussir, il faut aussi miser sur l'identité culturelle. Des festivals, des médias, des réseaux sociaux célèbrent la diversité africaine, promeuvent les langues locales, valorisent les héros oubliés de l'histoire. L'exemple du Nigeria, qui a su imposer Nollywood comme la deuxième industrie cinématographique mondiale, prouve que l'Afrique peut rayonner culturellement sans dépendre de l'Occident. Mais ce renouveau exige des institutions solides, transparentes, capables de résister à la corruption, de garantir la justice sociale, d'impliquer les citoyens dans la prise de décision. Des mouvements citoyens émergent partout, du Sénégal à l'Afrique du Sud, réclamant davantage de démocratie, de participation et de contrôle sur les ressources. C'est cette pression populaire qui peut empêcher les dérives autoritaires et garantir que la souveraineté profite à tous, pas seulement à une élite. L'un des défis majeurs reste la gestion des risques.
Comment éviter l'isolement ou la répression extérieure? L'histoire nous enseigne que la clé réside dans l'union et la solidarité. Le Vietnam, après des décennies de guerre et d'embargo, a su ouvrir son économie tout en gardant le contrôle de ses secteurs stratégiques. L'Iran, malgré les sanctions, a développé une industrie nationale robuste et une diplomatie active auprès des pays du Sud. L'Afrique peut s'inspirer de ces exemples pour diversifier ses partenaires, renforcer les liens avec l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, sans jamais tomber dans une nouvelle dépendance. La zone de libre-échange continentale africaine, lancée récemment, offre un cadre pour multiplier les échanges, harmoniser les règles et bâtir une puissance économique collective. En résumé, le choix du Burkina Faso n'est pas un saut dans l'inconnu. C'est le prolongement d'une longue tradition de lutte pour l'émancipation, enrichie par des expériences venues du monde entier. Il s'agit de passer d'une Afrique spectatrice à une Afrique actrice, capable de négocier d'égal à égal avec le reste du monde. Mais ce pari comporte des risques. Rompre avec plus de 60 ans de tutelle, c'est accepter l'incertitude, les pressions, parfois même la menace de représailles. Les cas de la Grèce, de l'Argentine ou du Zimbabwe nous rappellent que la rupture a toujours un prix. Mais l'histoire de la Corée du Sud, du Rwanda ou du Botswana montre aussi que l'audace peut payer si elle s'accompagne de vision, d'unité et d'innovation. Le véritable risque, ce n'est pas d'échouer, mais de ne rien tenter, de rester prisonnier de modèles dépassés, d'accepter que d'autres écrivent notre histoire à notre place. La décision du Burkina Faso, bien que fragile, incarne l'espoir d'une Afrique qui relève la tête, qui croit en ses ressources, en ses peuples, en ses talents. Imaginez une Afrique plus forte, plus unie, capable de négocier d'égal à égal avec toutes les puissances, fière de ses choix et de son autonomie. Cette Afrique existe déjà en germe, dans chaque village, chaque ville, chaque université où des jeunes rêvent, inventent, entreprennent. Soutenir cette dynamique, c'est choisir la dignité, la créativité, la prospérité partagée. Ignorer cet appel, c'est prolonger l'ombre de la dépendance. La balle est dans notre camp. Serez-vous acteur de cette transformation ou simple témoin? L'engagement collectif, le dialogue, la solidarité peuvent ouvrir une ère nouvelle pour le continent. Il ne suffit plus d'espérer, il faut agir, unir nos forces, croire en la puissance de l'Afrique. N'attendons plus, le futur s'écrit aujourd'hui,